Notre vie, quelquefois, peut basculer en une seule fraction de seconde, selon une décision, selon un événement qui va se produire. Puis même si ça peut sembler anodin, ce qui s'est produit, bien, ça peut changer la vie de personnes, voire des milliers et même des millions de personnes. Je vous en parle maintenant. Bonjour and welcome to de Ça n'a pas d'allure. Je m'appelle Steph, c'est pour ça que j'essaie de me pogner une coupe d'Américains pour avoir un peu plus de vues, là, on the side. Aujourd'hui, avant de commencer tout de suite sur le sujet qui est lourd, qui est trop sérieux, bien, on va faire ça avec un peu d'humour. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, même à ça, vous ne pouvez pas me répondre, ça va être ça. Pour vous faire comprendre un peu ce à quoi je m'apprête à vous parler, je vais faire une petite mise en scène qui aurait pu se passer dans ma vie de tous les jours. J'ai bien dit ça aurait pu parce que ça ne s'est pas passé, mais vous allez comprendre de toute façon. Là, imaginez qu'un de mes chums m'invite à un barbecue chez eux. C'est l'après-midi, un samedi après-midi, il fait chaud, il fait beau, les oiseaux chantent, les femmes sont belles, les hommes sont gros, la vie est belle. Puis là, il m'offre une bière, un gros verre de bière, un gros boc, puis là, je m'installe dans une de ces chaises de parterre qui me suggère de m'asseoir. Vous voyez, les chaises en genre de guenilles, là, qui se plient, là, les mardes, là. Bon, il dit, assis-toi là, puis je suis à proximité du barbecue. Évidemment, en m'assoyant, la chaise a chie, puis moi, je me ramasse sur le dos, je me garoche la bière partout, j'arrose la bonne femme qui se trouve à être sa belle-mère qui est chiante. Ensuite de ça, évidemment, je raccroche le barbecue qui tombe par terre, les côtelettes revolent, les hot dogs, tout est dans la marde, tout est dans la poussière. Finalement, c'est une journée de marde, là, hein? Bon, là, c'est certain, pour mes chums, si jamais une de vos belles-mères entend ça, puis elle est en tabarnak après moi, il dit que c'est juste comme dans mes livres ou dans des films, c'est pas vrai, là, ça n'existe pas. C'est pas elle, la belle-mère, finalement. Je vous ai raconté ça pour vous faire comprendre que, imaginons que dans la même situation, lorsque mon chum m'a donné le boc de bière, au lieu de m'asseoir dans sa chaise de marde qu'il m'a suggéré, il m'avait mis une chaise qui était décente, une chaise, ou qu'il m'aurait installé dans une chaise plus loin du barbecue finalement, puis loin de la bonne femme qui a reçu la bière sur la tête. Ça fait que là, ça aurait tout changé, là. Premièrement, il y aurait des grosses chances que, justement, je ne me serais pas ramassé sur le dos avec le boc, first. Deuxièmement, le barbecue, ça ne serait pas ramassé dans la marde non plus, fait que tout le monde aurait mangé. Donc, cette petite seconde où je me suis assis dans la chaise, qu'elle a chié et que je suis parti, on va dire, admettons, 3-4 secondes, ça a tout changé, là. Ce qui s'annonçait comme un beau barbecue le fun, c'est devenu de la marde, là. Hein? On s'entend, c'est ça, là. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire ces événements-là se sont vraiment produits et s'il y avait eu, comme dans l'histoire du barbecue, un petit événement, une petite chose qui se serait passée différemment et d'ailleurs, elles auraient pu se passer parce que c'est logique ce que je vais vous raconter, même si ma chaîne n'a pas d'allure. Le premier événement s'est passé en 1959. On l'a intitulé, les gens l'ont intitulé le jour où la musique est morte. Voici ce qui s'est passé. Le jour où la musique est morte, pour plusieurs d'entre vous, ça ne veut rien dire, cette phrase-là. Mais pour les plus âgés ou encore les amateurs de musique rock, le 3 février 1959 représente une journée très sombre dans l'univers de la musique et surtout dans celui du rock. Ce jour-là, les rockers Buddy Holly, Ritchie Valens et The Big Bopper, et ainsi que le pilote Roger Peterson, meurt dans un accident d'avion près de Clear Lake dans l'Iowa, aux États-Unis. Peu après le décollage, tard dans la nuit, le pilote perd le contrôle de son avion, un monomoteur Beechcraft Bonanza, puis s'écrase dans un champ de maïs en tuant les 4 personnes à bord. Le rapport d'enquête met en cause l'imprudence du pilote d'avoir entrepris le vol, et ça malgré les conditions météorologiques hivernales difficiles, et la présence d'un horizon artificiel inhabituel qui a pu le désorienter et l'insuffisance du dossier météo qui ne l'a pas alerté des mauvaises conditions de visibilité. Dans ce cas particulier, il y a eu au départ le fait que Buddy Holly a demandé pour un avion. Ensuite, il y a eu des changements de place à cause de la grippe.
de tirage au sort où l'on croit avoir gagné. Ils ont fait en fait, compte ceux qui ont pensé gagner, ben, ça devenait des perdants. Parce que le perdant, lui, il est demeuré vivant. Ben, le pilote, qui était imprudent et malgré les mauvaises conditions de visibilité, décide de décoller quand même et perd le contrôle. Bref, plein de décisions ont causé la mort de 4 personnes. Et si au départ, Buddy Holly n'avait pas décidé de demander pour un avion ou encore qu'il n'y en avait eu aucune de disponible en ce moment précis, ben cet événement-là, il n'aurait jamais eu lieu. Voyez-vous, ça a l'air niaiseux, là. Mais c'est ça, là. C'est que si, tout simplement, Buddy Holly avait dit « Bon, ben, regarde les boys, on va rester ici dans... On arrivera en retard l'autre place, ou bien ils mangeront de la merde, c'est tout. On arrivera quand on arrivera. » Puis qu'il avait décidé de ne pas prendre d'avion, ben, à ce moment-là, il n'y en aurait pas eu de problème. Ou encore, comme je disais, si l'avion n'avait pas été disponible, ça venait de tout changer l'histoire. Ces 4 hommes-là auraient continué leur vie. Ils auraient continué à jouer de la musique. Cet événement-là n'aurait pas eu lieu. C'est sûr que ça aurait changé bien des choses, mais pour eux autres, ça aurait été colissement mieux. Là, hein? Puis nous autres avec, ils faisaient de la bonne musique. Dans le deuxième exemple, ici, je vais vous parler de John F. Kennedy, le 35e président des États-Unis. Tout le monde sait, à moins de vivre sur une autre planète, tout le monde sait qu'est-ce qui s'est produit cette fameuse journée où le président est assassiné. Maintenant, voici ce qui aurait pu se passer autrement, par exemple. Comme je vous disais plus tôt, John F. Kennedy était le 35e président des États-Unis à partir du 20 janvier 1961 au 22 novembre 1963. Le jour de son assassinat, c'était le 22 novembre 1963 à Dallas. À 12h30, heure du centre, soit 18h30 au temps universel coordonné. Bon, le cortège présidentiel traverse à vitesse réduite le centre-ville. Lorsque la voiture présidentielle, qui est décapotée, passe sur Dealey Plaza, John F. Kennedy est mortellement blessé par des tirs d'armes à feu. 1h30 après la fusillade, un homme, Lee Harvey Oswald, est arrêté dans un cinéma pour avoir tué un policier qui s'appelait G.D. Tippett. Identifié comme un des employés du dépôt de livres, bâtiment d'où on a tiré sur le cortège selon des témoins, et au 5e étage duquel on a retrouvé un fusil à lunettes lui appartenant, il est considéré par la police de Dallas comme le principal suspect de l'assassinat du président. 2 jours après, lors de son transfert de la prison de Dallas, il est à son tour assassiné par Jack Ruby, propriétaire d'une boîte de nuit. Là où cette histoire-là aurait pu changer, c'est que le 24 octobre 1963, Aldaïs Stevenson, qui était ambassadeur auprès de l'ONU, ben, il est pris à partie par des extrémistes, il reçoit des crachats, puis il y a même des coups de pancarte sur la gueule d'un manifestant. Bref, c'est de la merde. Il y a aussi des chants haineux et également des gens crient toutes sortes de choses à l'encontre, si on veut, du président pour inciter justement les conseillers de Kennedy d'annuler le voyage. D'autres observateurs également, au fait du climat régnant à Dallas, ben, ils envoient les mêmes avertissements, tu sais, des personnes comme Billy Graham, Ralph Yarborough ou William Fulbright. Mais quand même, le président dit non, moi, je ne veux pas passer pour un lâche. Voyez-vous, dans cet événement-là, si le président des États-Unis, John F. Kennedy, avait décidé d'être moins fier ou de moins jouer à l'homme, si on veut, de se dire, bon, ben, regarde, sacrément, ça brasse sale, là, moi, je ne m'en vais pas là. Il écoute pancarte sur la gueule, puis tout. Mais il a gardé son point. C'est sûr, il fallait qu'il montre une image d'homme viril, de personne à sa place, surtout dans ces années-là, c'était ça, là. Bien, s'il avait pris la décision d'écouter les conseils et de ne pas aller de l'avant avec ça, puis pas aller à Dallas finalement, bien, les choses auraient été complètement différentes, là. Donc, cette décision-là, je ne sais pas combien de temps ça lui a pris pour la prendre, mais elle aurait pu tout changer dans l'histoire. La troisième personne qui nous intéresse s'appelait James Dean. Il était un acteur américain. Il était né le 8 février 1931 à Marion, Indiana. Et il est mort le 30 septembre 1955 en Californie. Il était d'ailleurs un excellent acteur. Son interprétation d'un adolescent rebelle et fragile dans le film La fureur de vivre fait de lui, pour toute une génération, le symbole d'une jeunesse en désarroi. Son décès tragique et prématuré dans un accident de voiture aux prémices de sa gloire contribue au mythe et son entrée dans le panthéon du cinéma américain.
Fait unique, il a été nommé 2 fois à l'Oscar du meilleur acteur à titre posthume. Il compte aussi parmi les rares acteurs, 5 au total en fait, à être nommés dans cette catégorie pour leur premier rôle au cinéma. Le destin tragique de cet acteur est dû à une Porsche 550 Spider. Le bolide lui avait coûté à l'époque aux alentours de 7 000 $. Il l'avait surnommé Little Bastard, ou en français, c'est de Petit Salaud. Autour de lui, plusieurs de ses amis lui avaient déconseillé cet achat, jugeant que la voiture était peu fiable et personne n'en avait vraiment confiance. Mais James Dean était tombé amoureux de cette voiture, qu'il s'était procurée dans un garage à Los Angeles. On connaît toute l'histoire. Le 30 septembre 1955, James Dean et son mécanicien se rendaient à une course à Salina, à quelques 500 km de Los Angeles, puis ils ne sont jamais arrivés là. Mais la question à se poser là, ici, là, c'est à peu près la même que pour John F. Kennedy. Là. C'est que s'il avait suivi tous les conseils des gens qui l'entouraient, ses amis, puis les personnes qui déconseillaient d'acheter cette voiture-là, James Dean aurait eu une autre histoire à raconter. Là, je veux dire, c'était pas la même affaire. Là. Il est mort très jeune, tragiquement, mais il aurait pu continuer sa carrière d'acteur et devenir... jusqu'où ça aurait été? On ne sait pas. On ne le saura jamais d'ailleurs. Le Titanic. Qui ne connaît pas l'histoire de ce paquebot britannique qui a fait naufrage dans l'océan Atlantique Nord en 1912 à la suite d'une collision avec un iceberg lors de son voyage inaugural à New York. Entre 1490 et 1520 personnes trouvent la mort. Ce qui fait de cet événement-là l'une des plus grandes catastrophes maritimes survenues en temps de paix et la plus grande à l'époque. Donc, comme je disais, le 14 avril 1912, vers 21h, le Titanic a déjà parcouru 1451 milles, ce qui donne 2687 km durant cette fameuse journée. Le Titanic reçoit une dizaine de messages venant de plusieurs navires, parmi lesquels le Baltique et le Californian, lui signalant des avis de glace. À 22h55, Cyril Evans, l'opérateur radio du Californian, alors pris dans la glace à 20 000, environ 36 km, au nord du Titanic, envoie un message à tous les navires alentours, parmi lesquels le Titanic, à bord de ce dernier, Jack Phillips, le radiotélégraphiste, reçoit le message. Il l'interrompt en lui demandant de se taire. « Shut up, I am busy ». L'utilisation de ces mots-là, même si ça semble drastique, le « shut up », c'était une formule courante parmi les opérateurs radio pour demander poliment aux autres de garder la ligne libre. Donc Evans entendra le Titanic pour la dernière fois à 23h25 qui communiquait avec Cap Race. Il n'éteindra donc pas la radio et à la suite du message de Phillips, mais à 23h35, soit plus d'une demi-heure plus tard, étant le seul télégraphiste à bord, il n'avait pas obligation de rester en veille en permanence. À 23h40, alors que le Titanic avance à 22,5 nœuds, 41,7 km/h, le veilleur Frédéric Fleet et Reginald Lee, installés dans le nid de pie du mât avant, aperçoivent un iceberg droit devant dans le brouillard et le signalent à la passerelle. Le premier officier, William Murdoch, alors officier de quart, essaie de faire virer le navire vers bâbord et faire arrêter les machines et demande une marche arrière toute. Quelques 37 secondes plus tard, le navire vire mais heurte l'iceberg par tribord et le choc fait déchirer les tôles et sauter des rivets, ouvrant ainsi une voie d'eau dans la coque sous la ligne de flottaison. Les portes étanches sont alors immédiatement fermées par Murdoch afin d'éviter une voie d'eau plus importante. Mais l'eau commence à envahir les 5 premiers compartiments du bateau. Or, le Titanic ne peut flotter qu'avec un maximum de 4 de ses compartiments remplis d'eau. Imaginons maintenant que le Titanic, les responsables du Titanic, au moment où ils avaient reçu le paquet de messages radio concernant les icebergs, avaient fait attention à ce qu'ils avaient dit et n'avaient pas été prétentieux parce qu'on sait tous que l'histoire raconte que le Titanic se prenait un peu pour d'autres, c'est-à-dire pas le bateau, mais la gang de caves qui l'avait fait, disait que même Dieu ne pouvait pas le couler. Donc, si ça avait été le cas, est-ce que le 14 avril 1912, les 1520 personnes auraient sombré et seraient décédées? Ça aurait pu être une autre histoire s'ils avaient juste écouté les conseils.
Une fois de plus, c'est des conseils qu'on n'écoute pas. Paul Walker était né le 12 septembre 1973 à Glendale, en Californie, et il est mort le 30 novembre 2013 à Valencia, dans le même État. Il était un acteur, scénariste et producteur de cinéma américain. Il était principalement connu pour avoir incarné le rôle de Brian O'Connor dans la saga Fast and Furious. Paul Walker meurt le 30 novembre 2013 à l'âge de 40 ans dans un accident de la route à Valencia, en Californie. Survenu lorsqu'il revenait d'un gala de bienfaisance au profit des victimes du typhon Haiyan aux Philippines. La voiture, une Porsche Carrera GT, est conduite par Roger Rhodes, un ami de Paul Walker. Elle n'est pas notée par le programme NCAP, mais est modifiée après mise sur le marché pour en accroître la vitesse. Les pneumatiques avaient 9 ans. Le conducteur perd le contrôle de la voiture dans laquelle l'acteur est passager. Le véhicule entre en collision avec un lampadaire et plusieurs arbres dans les rues Hercules, ou Hercules, si on veut, de la commune de Santa Clarita. Les deux hommes portaient leur ceinture de sécurité et les coussins gonflables de sécurité se sont correctement déployés au moment du choc. La vitesse entre 130 et 150 km/h, selon la police, excédait la vitesse limite de 70 km/h. Et la violence du choc a mis le feu au véhicule. Les deux hommes perdent la vie dans l'accident. Les corps ont été jugés non identifiables après avoir été calcinés, selon le médecin légiste du comté de Los Angeles. Bon, dans cette histoire-là, on sait tous que Paul Walker aimait la vitesse. Mais là, cette fois-ci, il a mis sa vie entre les mains d'un de ses amis, qui était un excellent pilote. Mais si cette fameuse journée-là, admettons, qui décidait, au lieu de jouer des genres et rouler en cave, comme la plupart des gens vont faire dans cette situation-là, bien peut-être que Paul Walker, cette journée-là, et son ami, n'auraient pas perdu la vie. Mais il reste que si cette fois-là, pour une fois, il avait décidé de rouler à une vitesse convenable, 100 km même s'il faut, c'était déjà 30 km au-dessus de la vitesse, bien peut-être que toute cette histoire-là, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Évidemment, je vais les garder pour la fin, celui-là, parce que c'est pas mal plus qu'une personne qui décède, là, on s'entend. Bon, Adolf Hitler était un idéologue et homme d'État allemand, né le 20 avril 1889 en Autriche et est mort par suicide le 30 avril 1945 à Berlin. Il était fondateur et figure centrale du nazisme. Il prend le pouvoir en Allemagne en 1933 et instaure une dictature totalitaire, impérialiste, antisémite, raciste et xénophobe, désignée sous le nom du Troisième Reich. En octobre 1908, l'École des Beaux-Arts recale 96 élèves, dont Adolf Hitler, qui n'a pas été autorisé à passer l'épreuve, non pas qu'il soit un mauvais dessinateur, mais parce qu'il travaille pas assez. Il est incapable de se soumettre à une discipline, et il déménage en août 1909 et finalement, faute d'argent, il est mis à la rue. Quand Adolf Hitler arrive au pouvoir, il a 44 ans et il est la tête de file du mouvement nationaliste. Certains mettent en garde contre son appétit de pouvoir, mais beaucoup sous-estiment les dangers qu'il représente. Les élites conservatrices et nationalistes pensent pouvoir utiliser Hitler, peintre autrichien raté et mégalomane, pour asseoir leur pouvoir. Cette erreur d'appréciation ouvre la voie à la Seconde Guerre mondiale qui fera environ 70 millions de morts entre 1939 et 1945. La première question à se poser est, si en 1908, il n'avait pas été recalé et qu'il serait devenu dessinateur, est-ce que son destin serait demeuré le même? Ou il se serait contenté d'être un dessinateur, un artiste, et faire sa vie tranquille? Et finalement, si les élites conservatrices et nationalistes avaient été plus prudents et ne pas prendre à la légère les dangers que représentait cet homme afin d'obtenir leur pouvoir, est-ce que la vie de 70 millions d'êtres humains aurait été sauvée? Vous comprenez pourquoi je l'ai gardé pour la fin. Évidemment, 70 millions de personnes ont perdu la vie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vraiment ça aurait changé s'il avait été reçu ou si les gens n'avaient pas pris à la légère le fait qu'il était dangereux et se seraient occupés de lui de façon différente? Ils n'auraient peut-être pas laissé autant de pouvoir.
les choses auraient peut-être été différentes, là, hein? S'il en avait été autrement, ça aurait pu être complètement différent. Et bien voilà, ceci met fin à cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et d'ici le prochain rendez-vous, bien, portez-vous bien et n'oubliez jamais de toujours être heureux et de ne pas prendre la vie au sérieux parce que de toute façon, on ne s'en sort pas vivant. À bientôt!